Voilà, bonjour chers étudiants, comment allez-vous et la journée? Voilà, vous me demandez qu'est-ce qu'on entend par le principe de l'autonomie de la volonté. Je vous dis que le principe de l'autonomie de la volonté veut dire en réalité qu'en matière contractuelle, c'est la volonté qui règne et c'est la volonté qui gouverne. Les parties ont la quasi-liberté. Les parties sont libres de contracter et de ne pas contracter. Les parties sont libres de choisir le contractant, également de déterminer les termes du contrat, de discuter sur les modalités d'exécution, modalités d'extinction du contrat. Les parties sont libres même dans la manifestation de leur volonté. Ils sont libres de dire comment va se réaliser leur volonté, soit par geste, soit par un écrit, soit par un silence, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un simple silence, un silence éloquent, un silence purissant de parole. Voilà, l'essentiel seulement c'est que les parties puissent parvenir à prouver ce consentement, et la preuve peut être faite par tout moyen. C'est ce que l'on entend en tout cas par le principe de l'autonomie de la volonté. L'autonomie de la volonté, on a pu justifier ça par le fait que les partis sont les mieux censés à apprécier les intérêts. On est mieux servi que quiconque. Donc, et dans la signature de ce contrat, les partis sont à égalité. Égalitaire, il n'y aura pas une partie puissante, une partie faible. Et Soufouye dirait qu'en matière contractuelle, c'est la justice qui règne. Qui dit contractuel dit juste. Pour dire qu'en matière contractuelle, les parties vont se considérer comme des frères et sœurs. Donc il n'y aura pas une partie qui va cesser à nuire l'autre. On a justifié l'autonomie de la volonté à partir de cette justice contractuelle. Mais il faut s'en dire qu'il y a une limite de l'autonomie de la volonté. L'autonomie de la volonté, qui veut dire que les parties sont libres de contracter et de ne pas contracter. Il faut dire que dans certains cas, les parties sont obligées de contracter. En matière de vente, le commerçant ne peut pas choisir son contractant, il est également obligé de contracter. En matière également pour le conducteur également est tenu de contracter. Il est tenu de souscrire une assurance au niveau d'une compagnie d'assurance. Il y a également la première limite que l'on appelle l'exigence de l'ordre public. Certes, on est libre de contracter et de ne pas contracter, mais les parties ne peuvent pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Les parties ne peuvent pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Personne ne peut signer un contrat pour voler, pour tuer, personne ne peut signer un contrat pour escroquer. Voilà, donc l'objet du contrat doit au moins être dans le commerce juridique. C'est pourquoi on dit que les conventions ne peuvent porter que sur des choses qui sont possibles et qui sont conformes à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Donc l'ordre public qui peut être l'ordre public de direction où la loi intervient dans l'économie avec l'ordre public économique, l'ordre public de protection où la loi protège la partie la plus faible. Il faut sentir qu'à côté de cet ordre public, il y a une autre qu'advient-il en matière, par exemple, de liberté, en matière d'égalité, qu'il y a des contrats dans lesquels une partie est considérée comme plus puissante que l'autre. Et dans les contrats d'adhésion, par exemple, il y a une partie plus puissante qui impose le terme du contrat à la partie la plus faible. Et l'autre partie n'a qu'une alternative. Elle est obligée de contracter. Elle ne peut pas négocier les termes du contrat. Donc ce qui était liberté, ce qui était négociation, devient aujourd'hui, en tout cas, une obligation pour l'une des parties de souscrire le contrat. Donc c'est une sorte de restriction de la liberté contractuelle. En plus de l'exemple de l'ordre public, il y a le rééquilibrage contractuel. Il peut arriver que le contrat soit déséquilibré, que les prestations des parties ne sont pas à égalité, et il faut parvenir à rééquilibrer le contrat. Très souvent, la loi intervient, voire le législateur intervient pour rééquilibrer le contrat, car on dit entre le fort et le faible, c'est la volonté qui opprime, mais c'est la loi qui libère. Donc la loi peut intervenir soit en matière de consommation,
pour libérer la partie la plus faible. Mais le juge également, au lieu d'annuler le contrat, peut venir pour rééquilibrer le contrat à partir de la réfaction. La réfaction, c'est un mécanisme par lequel le juge parvient à ramener les prestations à un même niveau. Voilà ce qu'on pourrait dire de l'autonomie de la volonté. Je vous reviendrai maintenant pour le consensualisme.